Bienvenue dans Big Boss. Pour présenter cette émission, à mes côtés, Johan Kondets, rédacteur en chef de l'Echo. Bienvenue. Merci, bonjour Marie-Noël. Et puis nous sommes accompagnés d'Arno Feits, le patron de Brussels Airport Company. Bienvenue à vous aussi. Merci, bonjour. Bonjour. Alors vous avez été nommé en 2010 à la tête de Brussels Airport, mais vous n'étiez pas un inconnu dans la maison à l'époque. Non, effectivement, j'avais commencé en 2005 comme directeur financier et aussi tout ce qui était informatique, donc j'avais une certaine expérience de l'aéroport. Et en 2010, j'ai effectivement eu cette chance d'être nommé comme CEO. 8 ans déjà bientôt. 8 ans et la fin de mandat, parce qu'il y a une fin à votre mandat, c'est 2021. Vous serez candidat à votre propre succession? Ouais, pour l'instant, j'ai un mandat effectivement qui court jusqu'en 2021. Bon, après on verra, je pense que le job est passionnant, donc pourquoi pas. Monsieur Feist avait dit les plans de carrière, ça ne sert à rien. Je vois que ça se confirme. Toujours pas de plan de carrière. Toujours pas de plan de carrière, en fonction de l'intérêt de la fonction, des perspectives. Et pour l'instant, je suis passionné par ce que je fais, donc je ne vois pas pourquoi je partirais. Alors on va tenter de découvrir d'autres de vos passions que celles de votre métier en allant dans votre bureau. On sait que vous êtes plutôt amateur de sport, de ski. On va voir si ça se reflète dans votre bureau. Bienvenue dans le bureau du boss de Brussels Airport. Premier constat, la déco est plutôt épurée, c'est très lumineux et pour cause. Arno Feist travaille avec vue sur le tarmac. C'est pas évident tous les jours, j'imagine, ça doit beaucoup vous travailler. La preuve, quand vous avez un coup de mou, on dirait que vous prenez un peu de thé vert. Au niveau déco, il n'y a pas grand-chose, c'est plutôt épuré. Mais il y a une décoration qui nous a interpellés, c'est ce Schtroumpf. Alors, monsieur Feist, est-ce que vous êtes amateur de bande dessinée? Avouez que trouver au mur des photos d'aéroport, c'est pas très original pour le boss de l'aéroport de Bruxelles, mais néanmoins, il y a cette signature. Tom Dannen est l'auteur de ces photos et je pense que c'est un photographe auquel vous tenez beaucoup. Expliquez-nous. Alors, dans tout bureau de Big Boss qui se respecte, il y a un coin salon et chez vous, il est décoré avec des avions, forcément, mais on se demande si vous les avez choisis par hasard. Il y a Air Canada, les Émirats arabes sont représentés et puis aussi le Japon. Hasard ou pas? Hasard ou pas, ces avions? Non, moi j'aime bien ces avions parce que voilà, chaque avion, il y a une histoire qui est attachée. En général, ce sont des nouvelles destinations qui ont été lancées depuis que j'étais nommé CEO. Et donc voilà, il y a à chaque fois des souvenirs d'événements importants pour l'aéroport. Alors Arno Feist, si j'ai bien vu, on a vu un A380 d'Emirates. Ça veut dire qu'il va passer un jour de votre bureau sur le tarmac, ce fameux A380? On a déjà eu un A380 d'Emirates qui est venu en 2016 pour le premier anniversaire d'Emirates à Bruxelles. C'était un vol un peu exceptionnel, mais maintenant effectivement on a des contacts avec Emirates qui pourraient venir. Ce ne sera pas dans le futur immédiat, mais d'ici un an ou deux, pourquoi pas, avec un A380. Un premier A380 tous les jours à Bruxelles Airport, c'est possible, ça dépend un petit peu de l'évolution du marché. Mais en tout cas, on est déjà occupé à faire les travaux qui sont nécessaires pour pouvoir accueillir cet A380 de manière régulière. Il y a d'autres compagnies aussi, Qatar a des A380, ça pourrait venir de là aussi? Ça pourrait venir je dirais, de toute compagnie qui a des A380. Évidemment, il n'y aura pas d'exclusive. Et on pense qu'effectivement, dans quelques années, ce sera une possibilité. Le marché, je pense, est suffisamment important pour avoir quelques destinations avec A380 en fonction de l'évolution de la demande. Alors, il n'y a pas que des maquettes d'avions dans votre bureau, il y a cette magnifique photo de l'aéroport. Elles ont en plus une histoire assez particulière. Quand elles ont été prises, c'était aux alentours, quand le projet a démarré, c'était aux alentours des attentats. En fait, on a démarré le projet avec Tom Dannen, qui est effectivement quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avant les attentats. Et il a dit, Arnaud, moi j'ai besoin d'un an plus ou moins pour faire un reportage complet avec des photos de tous les aspects de l'activité de l'aéroport. Et donc effectivement, il a pris les photos avant les attentats et puis finalement, les attentats sont survenus. Il a eu un laissez-passer d'ailleurs très particulier. C'est très rare qu'on laisse quelqu'un comme ça. Oui, c'est très rare, mais c'est quelqu'un qu'on connaît bien et il y a une confiance qui est là. Et donc il a pu avoir accès à beaucoup d'endroits normalement interdits au public, ce qui fait tout l'intérêt en fait du livre qu'il a publié avec les photos inédites de l'aéroport. Et qu'est-ce qui vous plaît chez ce photographe en particulier? Je trouve qu'il arrive bien à capter les émotions des gens. Il y a évidemment des photos, des bâtiments, etc. Et c'est très bien. Mais aussi, il y a toujours, quand il photographie des gens, on sent qu'il capte quelque chose. Et donc, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans son travail. Bon, et les Schtroumpfs, allez, c'est votre passion, la BD ou plus Peyo? J'aime beaucoup la BD. Bon, évidemment, les Schtroumpfs, ça date d'il y a longtemps, mais voilà, j'aime beaucoup la BD. Et j'ai reçu ce Schtroumpf à l'époque où on travaillait sur le projet d'avoir une statue des Schtroumpfs à l'aéroport.
Elle est là d'ailleurs. Et donc elle est là, elle a été inaugurée il y a quelques mois et donc on était très content d'avoir ce symbole, presque cette icône de la bande dessinée belge présente dans l'aéroport. Alors vous avez une vue sur le tarmac depuis votre bureau et nous, on a eu la chance d'accompagner les inspecteurs de piste, l'occasion de voir l'aéroport d'une autre manière puisqu'on était carrément en dessous des avions. On regarde. Brussels Tower, inspection 617, arrived on Charlie 1 for inspection 25 left. Avec son véhicule de service, Eric Jacobs circule en plein milieu d'une zone d'atterrissage de Brussels Airport. No problem, 617. Un privilège que possèdent uniquement les inspecteurs des pistes. Ici, je dois attendre, je dois avoir l'autorisation de la tour avant de pouvoir monter sur la piste, raison simple de sécurité. Sa mission, repérer la moindre anomalie. Ça, c'est le plus important du travail, s'assurer que la piste est propre, clean. Mais pour le reste, comme dans l'autre sens que nous allons voir, l'inspection des parties techniques, de balisage, voir si toutes les lampes sont fonctionnelles et que l'installation de Belgo Control est on ne peut pas voir techniquement, mais physiquement, si l'installation n'est pas touchée, abîmée. Les pistes sont inspectées 5 fois par jour. Rien n'est laissé au hasard, car le moindre déchet peut être fatal. Personne n'a oublié le crash du Concorde en 2000, qui a fait 113 morts à cause d'un objet métallique oublié sur la piste. Il y a 5 bâtiments, Pier A à droite, Pier B à gauche et le connecteur devant. Les 1245 hectares gérés par Brussels Airport ont peu de secrets pour Eric Jacobs. Ici, vous voyez Swissport qui est en train de charger un Brussels Airlines, Skychef. C'est une des sociétés qui emmène la nourriture à bord. Ici, dans les conteneurs, les poussins qui font leur premier voyage de leur vie. Il y a le carré rouge là, ils prennent là le fuel. Chaque jour, plus de 600 avions atterrissent et décollent via Brussels Airport. Dès qu'ils sont sur le tarmac, d'autres yeux prennent le relais. Ici, c'est vraiment le nerf de la guerre parce que tous les avions qui atterrissent doivent trouver un emplacement de parking et c'est cette équipe donc de Stand and Gate Allocation qui gère les stationnements des avions, aussi bien reliés à l'un des piers, donc l'une des jetées, ou en remote, donc c'est-à-dire à distance du terminal. 22 personnes travaillent à ce poste et ce matin, en plus des 78 compagnies aériennes, elles doivent être attentives au personnel qui s'est mis en formation pour le grand nettoyage annuel. Non loin de là, un bâtiment répond au doux nom de satellite. On y trouve le bureau du boss, mais pas seulement. Près de 800 collaborateurs travaillent dans l'ombre pour assurer les opérations et gérer les infrastructures de Brussels Airport. Tous les services administratifs, donc communication, ressources humaines, finances, aussi infrastructures et développement de l'aéroport sont situés ici, ainsi que les départements liés à l'informatique et tout ce qui est IT. Donc voilà, c'est vraiment le centre administratif de Brussels Airport. Et les défis qui attendent l'opérateur sont nombreux. L'entreprise privatisée à 75% accueille aujourd'hui plus de 60 000 passagers par jour et prévoit d'en accueillir le double d'ici 2040. Alors on l'a entendu, Arnaud Fest, plus de 60 000 passagers par jour. En fait, ça fait plus de 20 millions de passagers par an. Ce sont les derniers chiffres. Si on remonte un peu dans l'histoire, en 2000, Brussels Airport faisait déjà 20 millions de passagers par an. Et puis il y a eu la faillite de la Sabena qui a fait plonger l'aéroport. Il a mis 15 ans à se relever et puis on a subi une nouvelle catastrophe avec ces attentats du 22 mars de l'année dernière. 2017, c'est l'année du vrai redécollage au niveau des passagers. Vous en attendez combien cette année? On va passer les 25 millions peut-être? Effectivement, 2017 c'est une année particulière puisque c'est je dirais peut-être presque une renaissance après les attentats de 2016. On a quand même pendant 6 mois après les attentats connu une baisse de trafic significative. Mais déjà fin 2016, donc novembre, décembre, étaient des mois où on a vu les premiers signes de la croissance revenir. L'année 2017 va être une année record. On va arriver à près de 24 millions et demi de passagers. Donc 24 millions, plus ou moins 24 millions et demi en 2017. Donc pas encore le cap des 25 millions. On va à mon avis être un peu juste. On va juste un peu en dessous. Mais ça restera malgré tout le record absolu puisque le précédent record datait de 2015 où on avait 23 millions et demi de passagers. Donc voilà, on va dépasser ce record d'1 million de passagers. Donc ce sera un cap important pour nous. Dans les prévisions, les 25 millions, alors c'est pour l'année prochaine. Voilà. 30 millions.
30 millions, je pense que raisonnablement, on peut penser 2022-2024 dans ces eaux-là. Ça dépend un petit peu effectivement de l'activité économique, parce qu'il y a un fort lien entre l'activité économique et le trafic passager. Mais bon, les taux de croissance de 3 à 4% par an sont quelque chose de tout à fait réaliste. Supérieur jusqu'à présent. Donc. Oui, mais bon, notre estimation sur le long terme, si on prend c'est 3 à 4% par an, alors vous avez peut-être des années à 5, 6 et puis des années à 2, 3, ça dépend, voilà, c'est pas linéaire, mais je pense que sur le long terme, on devrait tourner aux alentours de 3-4%, ce qui veut dire qu'en 20 ans, on double l'activité de l'aéroport. On parle de l'activité économique, l'emploi, justement, c'est vraiment un petit peu votre fer de lance par rapport à l'activité que génère l'aéroport, mais on entend parfois tout et n'importe quoi, des chiffres, mais aussi de l'origine de ces emplois. Certains disent c'est des emplois uniquement pour les Flamands et les nuisances, c'est pour les Bruxellois. Alors qu'est-ce qu'il en est réellement aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, il y a plus ou moins 20 000 personnes qui travaillent directement sur le site de l'aéroport. Donc ce sont ce qu'on appelle les emplois directs. Vraiment des gens qui soient dans notre société, mais également les compagnies aériennes. Comme on a vu dans le reportage. La myriade de fonctions et de sociétés qui sont actives à l'aéroport. À côté de ça, il y a les emplois indirects. Donc effectivement, les gens qui fournissent, par exemple, des services ou des biens aux acteurs directs à l'aéroport. Là, on parle de 40 000 personnes pour toute la Belgique, en plus des 20 000. Donc au total, on arrive à plus ou moins 60 000. Donc ces chiffres sont établis sur base de méthodologies reconnues, que ce soit par la Banque nationale ou par des instances européennes. Donc on ne les a pas inventées. C'est jamais précis, je dirais, à une ou deux personnes près, mais autour de 60 000 personnes. Et donc... Étonnant alors que vous dites on a des chiffres très précis, etc. Étonnant alors que le ministre bruxellois de l'Emploi demande la création d'un observatoire neutre de l'emploi en zone aéroportuaire. Ça vous a étonné cette annonce ? Non, pas du tout, mais j'ai trouvé très intéressant, c'est que M. Gozouin effectivement a fait faire une étude, puisqu'il ne croyait pas les chiffres que nous avions publiés, et entre autres pour ce qui était de l'emploi des francophones à l'aéroport. Et en fait, les chiffres qui sont sortis de cette étude, c'est qu'il y avait plus de francophones qui travaillaient à l'aéroport que ce que nous avions nous-mêmes estimé. Donc je pense que c'est intéressant aussi pour le ministre Gozouin de s'en rendre compte. Nous n'avons aucun problème pour qu'on étudie de manière précise le nombre d'emplois, mais pour être honnête, je ne suis pas sûr que c'est ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que l'activité économique se développe et que les emplois soient créés. Il est clair que les Bruxellois, les francophones, de manière générale, sont les bienvenus à l'aéroport. Il faut savoir que l'aéroport de Bruxelles est le plus grand employeur privé de Bruxellois. Donc il y a plus de 3500 Bruxellois qui travaillent à l'aéroport. Et donc, c'est un fournisseur d'emploi très important. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'on entend beaucoup de choses concernant l'impact de l'aéroport sur la région bruxelloise. Il ne faut pas oublier qu'il y a 3500 personnes qui travaillent à Bruxelles Airport. Arnaud Fest, Brussels Airport, c'est donc une entreprise. Alors expliquez-nous un peu comment elle fonctionne, parce que vous dépensez des centaines de millions en infrastructures. Comment cette entreprise fonctionne ? Quelles sont ses recettes ? Quels sont ses coûts ? Comment tout ça fonctionne ? Donc, la société Brussels Airport Company a été privatisée fin 2004 et donc a été détenue à 75% par des investisseurs privés, australiens et canadiens, l'État belge détenant 25%. Donc, nous générons des revenus, d'une part sur ce qu'on appelle les taxes aéroportuaires, donc qui est en fait le montant que chaque passager paye pour utiliser nos infrastructures. Les passagers qui payent. Les passagers qui payent via la compagnie aérienne, c'est compris dans le ticket que les compagnies aériennes vendent aux passagers. Donc ça, c'est une partie, donc c'est la plus grande partie de nos revenus. À côté de ça, il y a les revenus qui proviennent des magasins, des restaurants, etc. Donc où effectivement, nous avons les fameux tax-free shops. Oui, les tax-free, les restaurants, tous les magasins qui sont installés dans les zones duty-free de l'aéroport. Oui, et anecdotique, l'aéroport, c'est l'entreprise, enfin le magasin qui vend le plus de chocolat. Voilà, on vend je crois 1,5 kg de chocolat, même plus, mais non, c'est presque 1,5 kg à la minute, jour et nuit, 365 jours par an. Parce que c'est effectivement aussi un produit important pour l'exportation. On voit surtout avec par exemple les Japonais, ils adorent le chocolat, et donc ils partent toujours avec beaucoup de palotins de pralines. Et la proportion entre ce que le passager paye et ce que vous générez via les magasins, c'est combien ? Donc il y a plus ou moins 2 tiers de nos revenus qui proviennent donc de ce qu'on appelle les taxes aéroportuaires et 1 tiers qui proviennent des magasins, des restaurants, des parkings ou de l'immobilier.
Alors, c'est quoi alors cette taxe sécurité que vous mettez sur les compagnies aériennes? Est-ce que là aussi, c'est pour générer du profit? Non, en fait, pour la taxe sécurité, comme on l'appelle, représente seulement les frais que nous avons pour assurer la sécurité de l'aéroport. Et donc, nous refacturons ces frais sans prendre de marge. Donc, voilà, si on a 100 € de frais, on refacture 100 € aux passagers via les compagnies aériennes. Cette taxe On a dû l'augmenter légèrement de, je pense, 160 cents par passager, parce qu'effectivement, suite aux attentats de l'année passée, un certain nombre de mesures supplémentaires au niveau de la sécurité ont dû être prises. Elles ont été imposées par les autorités fédérales. Et donc nous avons répercuté les frais supplémentaires dans la taxe sécurité. Alors justement, au niveau de la sécurité, Arnaud Feist, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'aujourd'hui, la fameuse esplanade où on pouvait débarquer les bagages, tout ça c'est fini, on ne peut plus y accéder. À terme, comment ça va se passer? Parce que c'est pas très confortable aujourd'hui d'arriver à Brussels Airport. Donc l'esplanade qui se trouve devant le hall de départ, et donc où voilà, beaucoup de gens avaient l'habitude de venir déposer les passagers, bon, elle n'est plus accessible, elle ne sera plus accessible, il faut être clair. Oui. Je pense que dans un futur proche ou à venir, elle ne sera plus accessible parce qu'au niveau de la sécurité de l'aéroport, voilà, il faut s'assurer que dans un périmètre de 50-60 mètres devant les bâtiments, il n'y a plus la possibilité de venir avec une voiture qui représente potentiellement un risque pour les gens qui se trouveraient sur cette zone-là. Donc on a pour l'instant aménagé une zone temporaire où les gens peuvent venir débarquer les passagers qui doivent prendre l'avion. Ils peuvent également aller dans les parkings. Donc on a introduit des tarifs tout à fait préférentiels pour les gens qui viennent déposer les passagers dans les parkings. Et on réfléchit à une solution plus durable, qui soit peut-être plus confortable. Vous ne l'avez pas encore? On ne l'a pas encore parce que c'est une zone qui est très complexe. Il y a beaucoup de bâtiments, il y a beaucoup de flux de voitures et de piétons. Et donc, en même temps, on doit garder cette zone opérationnelle. Donc, on ne peut pas la fermer et puis on va réfléchir, on va faire une nouvelle zone. Donc, on est en train de réfléchir à comment améliorer cette zone. Il y aura toujours une distance de 50-60 mètres que les gens devront faire à pied. Mais on a différentes options qu'on est en train d'évaluer. En termes de sécurité toujours, vous avez fait un exercice catastrophe il y a quelques semaines. Vous étiez présent lors de cet exercice? Donc on a fait un exercice catastrophe samedi passé en fait. Donc évidemment j'étais présent puisque je suis dans le centre de crise avec le gouverneur et les différents services de sécurité et de secours. Donc c'était effectivement... Quel est votre bilan? Je pense le bilan détaillé est en cours, mais je pense que l'exercice en lui-même s'est bien passé. Il y avait beaucoup de figurants, on avait plus d'une centaine de figurants, plus tous les services de secours qui étaient présents. Je crois que ça s'est vraiment bien passé. En flamand, il paraît. Uniquement en flamand. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti en Moi, je ne l'ai pas ressenti, mais voilà, j'ai aussi entendu qu'il n'y avait pas de pompiers de la région bruxelloise. Oui. En fait, c'est tout à fait faux. Il y avait des pompiers de la région bruxelloise qui étaient là. Il y en avait au moins une vingtaine qui étaient présents. Donc voilà, je crois que c'est vraiment une polémique tout à fait inutile. Les services de secours collaborent très bien et l'exercice s'est très bien passé. Donc, on aurait pu imaginer un exercice en lien direct avec ce qu'on a connu en 2016, le 22 mars. Vous avez plutôt opté pour un exercice plus classique. Oui, enfin, c'est le gouverneur de la province de Brabant-Flamand qui décide quel type d'exercice on va faire. Bon, on n'a pas voulu refaire le même scénario que ce qui s'était passé en 2016. On a voulu, parce que c'est peu probable en tout cas. En termes de communication, oui, et puis je pense qu'il faut avancer. Et puis on a fait un autre scénario. Tous les 2 ans, on a un scénario différent. Mais c'était malgré tout quand même un moment qui a pu être assez émotionnel pour un certain nombre de personnes qui ont participé à cet exercice, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de souvenirs qui sont remontés, et voilà, c'était pas évident au début. Je dois dire, pour moi-même, au début, la dernière fois que j'étais dans le centre de crise, c'était dans d'autres circonstances, mais après quelques minutes, on se met tout de suite dans le bain, et on plonge dans cet exercice. On sait que c'est un exercice, mais malgré tout, c'est très important. Mais globalement, le pré-bilan, en tout cas, il est plutôt positif. Oui, les premiers ce que j'ai vécu moi-même, étant dans le centre de crise, ça s'est bien passé. Alors, je vous propose de plonger dans l'actualité en regardant un petit article de l'Écho qui est paru également il y a quelques jours. On reste dans l'actu. Alors, un article justement qui parle des mesures pour limiter le bruit des avions, des mesures qui attendront. On va lire cette phrase du ministre Belot. « Je refuse de déplacer les nuisances de certains riverains vers d'autres. Mon objectif est d'arriver à une atténuation globale du bruit pour le maximum de riverains à Bruxelles, dans le Brabant wallon et en Flandre, via des mesures générales et techniques. » Bon, alors le bruit des avions, les nuisances sonores, c'est un peu l'épine dans votre pied, ça, j'imagine, en tant que gestionnaire de l'aéroport. Tout à fait, je pense que c'est regrettable qu'on n'arrive pas à trouver une solution globale et équilibrée. Donc c'est pourquoi je plaide déjà depuis de nombreuses années. On sait très bien qu'il y a des riverains, on sait très bien qu'il y a des intérêts économiques. Et pour moi, les deux ne sont pas incompatibles.
Alors expliquez-nous, si vous avez la recette, c'est le moment ou jamais. Je pense que je ne vais pas mettre ici sur la table tous les éléments de la solution, parce qu'effectivement, ça doit savoir, c'est une décision politique, qui sommes-nous pour dire ce qui doit se faire. C'est effectivement aux politiques de trouver la solution en concertation avec les différentes parties concernées. Mais objectivement, le bruit s'est déjà fortement réduit depuis 15 ans. Le nombre de mouvements d'avions, il y en avait 325 000 en 2000, on est à 240 000 maintenant, donc il y a 30% de mouvements d'avions en moins, et les avions qui volent aujourd'hui font nettement moins de bruit que les avions d'il y a 15 ans. Donc, de manière globale, le bruit s'est fortement réduit depuis 15 ans. Et il va continuer à se réduire, parce que les nouveaux avions continuent à faire moins de bruit. Donc ça, c'est un point important. D'un autre côté, nous, en tant qu'exploitants d'aéroport, nous ne décidons pas de l'utilisation des routes. C'est une matière, effectivement, une compétence fédérale. Nous n'avons absolument rien à dire dans ce domaine-là, mais nous sommes prêts à discuter, à débattre de solutions, d'aménagement même au vol de nuit, dans une optique d'une solution globale. Donc je pense que faire des petites mesurettes à droite et à gauche, ce n'est pas la solution. Nous avons mis sur la table notre vision 2040 qui explique la direction dans laquelle nous voulons développer l'aéroport pour les 25 prochaines années. Et qui est compatible avec bien-être des riverains, environnement et économie. Tout à fait, qui est compatible. D'ailleurs, on a fait faire des études par des spécialistes à la fois belges mais également internationaux pour éviter effectivement qu'on puisse les accuser d'être partie prenante flamand ou francophone. Et donc on voit une atténuation significative du bruit dans les 25 prochaines années. Parce que justement, les nouveaux avions font nettement moins de bruit. Alors je ne dis pas que la situation actuelle est parfaite, ce n'est pas à moi de le dire. Je dis simplement, il y a des solutions qui sont possibles, on est prêt à en discuter, on est prêt à revoir certains aménagements des vols de nuit, mais dans un cadre de long terme et de solutions de croissance pour l'aéroport. Est-ce qu'une des solutions, ce ne serait pas aussi de disperser et d'avoir par exemple le fret qui soit dans les aéroports régionaux plutôt que de tout concentrer ou de vouloir tout concentrer à Bruxelles? Ça, c'est quelque chose qu'on entend depuis quelques années. Je pense que quand on regarde un petit peu en détail ce que ça veut dire, on se rend compte que c'est tout à fait impossible à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a les synergies entre les activités des avions passagers et des avions cargo. Je prends un exemple très concret. Un avion de Bruxelles qui vole sur Kinshasa, il emporte les passagers, leurs bagages et 30 tonnes de fret. Donc, et le fret est très important parce que une compagnie aérienne fait en fait sa rentabilité sur deux choses, c'est les passagers en classe affaires et c'est le fret. Donc si vous dites voilà, il n'y aura plus de fret, on peut déjà oublier un certain nombre de vols, surtout les longs courriers. Et d'ailleurs, à l'époque où on avait entendu ça dans la presse, certaines compagnies étrangères m'avaient contacté en disant si c'est comme ça, nous on ne peut plus voler parce que si on nous enlève une partie de notre rentabilité, on n'y arrive plus. Est-ce qu'il n'y a pas une aberration finalement de concurrence d'infrastructures? Parce qu'en Belgique, et même finalement à Bruxelles, dans la métropole bruxelloise, on a deux aéroports qui sont concurrents. On a Charleroi, Gosselies, Brussels South, qui est concurrent finalement de son grand frère, Brussels Airport, sur une même conurbation urbaine. Est-ce que ce n'est pas une aberration? Non, je pense que ce n'est pas une aberration. D'abord, je n'ai pas de problème avec une concurrence tant qu'elle est loyale. Mais c'est une concurrence d'infrastructure. C'est une concurrence d'infrastructure, oui, mais j'ai regardé d'autres pays. Vous avez des tas d'aéroports, des tas de villes, pardon, où il y a plusieurs aéroports. Je prends l'exemple de Londres, je crois qu'il y a 5 ou 6 aéroports. C'est pas les mêmes compagnies? Non, pas du tout. À Paris, par exemple, c'est la même compagnie. À Paris, c'est la même société. Mais prenez à Londres, il y a différentes sociétés qui détiennent les 5 ou 6 ou 7, je ne sais plus combien d'aéroports il y a là-bas. Même chose à Francfort, vous avez Francfort et puis le principal aéroport, puis Francfort-Hahn, qui est un aéroport low cost. Mais qui est beaucoup plus loin. Qui est un peu plus loin. Ben bon, il y a une distance de Vous aviez mis, il y a quelques mois, l'idée d'éventuellement entrer dans le capital de Brussels South, de Charleroi Airport. C'est toujours à l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a des discussions en ce sens? Écoutez, nous, on a dit qu'on était ouvert à une discussion. Je pense que la région Wallonne nous a poliment mais fermement dit qu'il n'était pas intéressé. Donc on prend acte. On est toujours prêt à discuter. Mais il faut qu'il y ait une volonté. Pour l'instant, il n'y a pas de discussion. Il faut qu'il y ait la volonté de la région Wallonne d'aller dans cette direction-là. On continue à parler de l'avenir, messieurs, en regardant une petite carte du monde que nous ont concocté nos infographistes. Alors, Johan, vous êtes le spécialiste de l'opérationnel. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Alors, on voit très bien, hein, Arnaud Fest, vous l'avez sous les yeux, cette carte. On a d'une part, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'a pas mis l'Europe, parce que sur l'Europe, Brussels Airport est assez bon. Il y a beaucoup de destinations, je crois qu'il y en a plus de 200 si mes souvenirs sont bons. Par contre, il y a encore l'Afrique, où là, Brussels Airport est excellent, c'est un très bon élève en Europe. Par contre, sur l'Asie, sur l'Amérique du Nord, et alors je ne vais même pas parler de l'Océanie et de l'Amérique du Sud, puisque là, on va le dire clairement, on est nul, puisqu'il n'y a pas un seul vol, mais même sur l'Amérique du Nord, ça reste quand même
assez faible, et sur l'Asie également, par rapport à des concurrents que sont Amsterdam, Paris, Francfort, Londres. Là, on est vraiment très faible. Qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer ça? Et donc, on a déjà fait pas mal. Il faut un petit peu regarder l'évolution des 7-8 dernières années, où on a plus que doublé le nombre de fréquences long courrier depuis Brussels Airport. On a ouvert un certain nombre de nouvelles destinations. On parlait de l'Amérique du Nord. Bon, effectivement, il y a Montréal, Toronto qui n'existaient pas. On renforce l'Asie. Hein, donc, on a ouvert il y a un mois à Shanghai. On a Pékin. On a Tokyo qui a été ouvert il y a 1 an et demi. Le Golfe. Hein, on a les Emirates, Qatar Airways et Etihad. L'Afrique est très forte grâce au réseau de Brussels Airlines. Et effectivement, il y a une zone qui n'est pas couverte pour l'instant, qui est l'Amérique du Sud. Et bon, on y travaille ardemment. On était assez près. On y travaille ardemment. On peut attendre quelque chose dans les prochaines semaines, prochainement? Non, on ne parle pas de semaines, mais on y était presque, je dirais, avant les attentats, pour être honnête. Oui. Et voilà, bon, les attentats ont un petit peu. Et on y était presque. Il y avait une frilosité maintenant depuis les attentats. Non, mais bon, voilà, vous savez, quand vous discutez avec des compagnies aériennes, surtout pour des destinations non courrier, c'est pas quelque chose qui se décide en 3 semaines. Et donc voilà, il y a tout un planning qui se fait. Et donc, on était proche d'un accord avec une compagnie aérienne d'Amérique du Sud. Voilà, l'attentat arrive, effectivement, du coup, ils disent ils ne vont pas démarrer une nouvelle destination vers Bruxelles après les attentats, donc on n'est plus dans le parcours à ce moment-là. Mais les discussions ont repris. Donc les discussions ont repris, et on espère toujours avoir, est-ce que ce sera dans 1 an, dans 2 ans, je ne peux pas 2018 vous dire. Non, 2018, les plannings sont déjà faits, donc ce sera 2019, peut-être 2020, en fonction. Et on parle de quoi? Du Brésil, du Chili? On parlait essentiellement du Brésil. Rio? Non, ce serait plutôt Sao Paulo. Sao Paulo serait, je pense, une belle destination pour nous. Et la côte ouest américaine, San Francisco, Los Angeles, qui est un gros manque à Bruxelles? La côte ouest, San Francisco, pour être honnête, est sur notre liste des priorités. Donc on voit avec différents partenaires quelles sont les possibilités. 2019 aussi? Peut-être pas tout de suite. Je veux dire, ça dépendra un petit peu. Le timing est toujours un peu compliqué à donner, mais ça reste. On a une liste de priorités. On a en Afrique, on a aussi par exemple l'Afrique du Sud. On a plein de connaissances. Johannesburg a disparu. Johannesburg est une destination importante pour nous, et on pense encore avoir quelques destinations en Asie. Et en Asie, il y a quand même encore de gros manques. Singapour notamment. Là, des discussions. Voilà, on ouvre au mois de mars. Hong Kong avec Cathay Pacific, donc ça c'est déjà aussi un point important. On est en discussion avec Singapore Airlines pour voir s'ils sont intéressés. Voilà, donc ce sont souvent des projets qui prennent plusieurs années. Par exemple, le vol sur Tokyo, je me souviens avoir été en 2012 encore avec le prince Philippe à Tokyo pour rencontrer les gens de All Nippon Airways, projet qui s'est concrétisé en 2015. Donc c'est pour vous dire, ça prend parfois 3-4 ans. Mais donc c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler sur beaucoup d'opportunités pour pouvoir régulièrement lancer une nouvelle destination. Merci beaucoup en tout cas pour ces bonnes nouvelles. C'est déjà la fin de cette émission. On aura encore fait bien le tour du monde, mais malheureusement l'émission touche à sa fin. Merci messieurs d'avoir été avec moi sur ce plateau de Big Boss. On se retrouve l'année prochaine en janvier pour un nouvel invité dans Big Boss. À très bientôt.